Je suis Cassandra, 32 ans, et ce matin mon téléphone s'est allumé avec 14 appels manqués. 3 semaines de silence ont volé en éclats en un instant. J'ai fixé l'écran, les derniers mots de ma sœur Heather résonnant dans ma tête. Pourquoi ne disparais-tu pas? Tu as gâché nos vies. Mes parents se tenaient derrière elle et acquiesçaient. J'ai donc fait ce qu'ils voulaient. J'ai disparu. Aujourd'hui, en regardant ces 14 appels, mes mains n'arrêtent pas de trembler. Et si vous regardez ceci, laissez un commentaire pour me dire d'où vous venez. Abonnez-vous et restez avec moi pendant que j'explique comment couper les ponts avec sa famille peut parfois être le premier pas vers la guérison. Grandir dans la banlieue de Boston avec mes parents, Diana et Frank Watson, était ce que la plupart des gens appelleraient normal en apparence. Notre maison coloniale à 2 étages, avec son jardin soigné et sa clôture blanche, sortait tout droit d'un magazine. Mon père était comptable et ma mère tenait une petite boulangerie dans le centre-ville. 6 ans me séparaient de ma sœur cadette Heather, un écart qui a défini notre relation dès le début. Dès mes premiers souvenirs, j'étais la personne responsable. À l'âge de 10 ans, j'aidais Heather à préparer son déjeuner pour la maternelle, je vérifiais ses devoirs et je m'assurais qu'elle avait bien son lapin en peluche pour aller se coucher. Nos parents travaillaient de longues heures pour construire leur carrière, et j'ai naturellement assumé un rôle de gardien. Cela ne me dérangeait pas vraiment. J'aimais ma petite sœur avec ses boucles blondes et son rire contagieux. Lorsqu'elle me tendait la main avec ses petits doigts, je me sentais importante et nécessaire. Les attentes placées en nous n'auraient pas pu être plus différentes. Mes bulletins scolaires devaient être parfaits. B+. Pourquoi pas un A? 2e place à l'Expo Science? Et c'est plus fort la prochaine fois, Cassandra. Pendant ce temps, Heather ramenait d'essais à la maison et recevait des éloges juste pour avoir réussi. Elle était le bébé, la précieuse, qui avait besoin d'être protégée. J'étais la personne forte qui pouvait supporter la pression. Les premiers signes de ce qui allait devenir une habitude sont apparus lorsqu'Heather a eu 8 ans. Lorsque des jouets disparaissaient, ils apparaissaient mystérieusement dans ma chambre. Lorsque des biscuits disparaissaient des échantillons de la boulangerie de maman, des miettes se retrouvaient dans mon sac à dos. Des petites choses que l'on peut facilement ignorer. Je me souviens encore du premier incident majeur. J'avais 14 ans, Heather n'en avait que 8. Le vase en cristal préféré de maman, un cadeau de mariage de grand-mère, était brisé sur le sol du salon lorsque nos parents sont rentrés à la maison. Heather avait essayé d'atteindre un livre sur une étagère en hauteur et l'avait renversé. Lorsqu'elle a été confrontée à la situation, ses yeux bleus se sont remplis de larmes et elle m'a montré du doigt. Cassie m'a dit de monter là-haut. Elle a dit que j'avais trop peur pour le faire. L'expression de déception sur le visage de mes parents était plus profonde que n'importe quelle punition. J'ai essayé d'expliquer, mais mes mots sont tombés dans l'oreille d'un sourd. Pourquoi encourager un comportement aussi dangereux, Cassandra? Tu le sais mieux que quiconque. Tu es la grande sœur. Cette nuit-là, un schéma s'est mis en place, qui nous suivra pendant des décennies. Heather a appris qu'elle pouvait rejeter la faute sur quelques larmes, et j'ai appris que ma vérité importait moins que son confort. Tout au long du lycée, j'ai maintenu une moyenne de 4,0 tout en jonglant avec l'équipe de débat, le comité de l'annuaire et un travail de week-end à la bibliothèque locale. Chaque minute était planifiée. Chaque réussite était notée sur les demandes d'inscription à l'université. Pendant ce temps, Heather entrait tôt dans sa phase de rébellion adolescente, séchait les cours, sortait en cachette, expérimentait la cigarette et la bière dès 14 ans. Mes parents se tordaient les mains, mais n'offraient que peu de conséquences. Lorsqu'elle se faisait prendre, la faute revenait souvent à moi, d'une manière ou d'une autre. Tu étais censée la surveiller, Cassandra. Pourquoi n'as-tu pas remarqué qu'elle se débattait? Tu donnes l'impression que tout est si facile, cela lui donne l'impression de ne pas être à la hauteur. Le message était clair, son comportement était au moins en partie de ma responsabilité. Au cours de ma dernière année d'études, j'ai reçu une bourse complète pour Stanford. C'était l'école de mes rêves. Avec l'un des meilleurs programmes d'informatique du pays. Et la lettre d'acceptation est arrivée un mardi pluvieux, et j'ai dansé dans ma chambre, l'avenir brillant devant moi. Ce soir-là, maman a pleuré pendant le dîner. Qui va m'aider avec Heather? La Californie est si loin. Papa est resté silencieux, la déception se lisant sur ses lèvres serrées et ses sourcils froncés. 2 semaines plus tard, j'ai décliné Stanford et accepté la bourse partielle de l'université de Boston. Je me suis dit que c'était une décision pratique. Vivre à la maison permettrait d'économiser de l'argent. Je pouvais continuer à travailler à la bibliothèque.
C'était logique. L'expression de soulagement sur le visage de mes parents m'a convaincu que j'avais fait le bon choix, même si mes rêves de soleil californien s'évanouissaient. Les années d'université se sont écoulées dans un flou de cours d'emploi à temps partiel et d'aide à la gestion de la vie de plus en plus chaotique d'Heather. Tandis que je conservais mes bourses et travaillais 20 heures par semaine, Heather avait à peine obtenu son diplôme de fin d'études secondaires et s'était inscrite sans enthousiasme à un collège communautaire. Elle a abandonné au bout d'un semestre, affirmant que ce n'était pas pour elle. Mes parents n'ont pas insisté. Elle se découvrait, disait-il. Elle a eu le temps de comprendre. J'ai obtenu mon diplôme d'informatique avec la mention summa cum laude et j'ai immédiatement décroché un emploi dans une entreprise technologique en pleine expansion dans le centre de Boston. Mon salaire de départ était supérieur à ce que mes parents avaient gagné ensemble. J'ai trouvé un petit appartement à 15 minutes de la maison familiale et j'ai acquis mon indépendance tout en restant suffisamment proche pour pouvoir aider en cas de besoin. Et ils ont toujours besoin de quelque chose. 5 années se sont écoulées et ma trajectoire professionnelle s'est poursuivie. Ce qui a commencé comme un poste de codage de niveau débutant a évolué vers un rôle senior, puis vers la direction d'une équipe. À 30 ans, je dirigeais un département de 12 développeurs et j'avais plus que doublé mon salaire initial. Chaque promotion s'accompagnait de fleurs de félicitations de la part des collègues, de dîners de fête avec les amis du travail et d'interactions de plus en plus inconfortables avec ma famille. La réussite a changé la façon dont ils me voyaient. Et la première fois que je me suis présentée au dîner du dimanche dans ma nouvelle voiture, une Honda modeste mais neuve, mon père l'a inspectée avec les lèvres pincées. Ce doit être agréable d'avoir autant d'argent à dépenser, a-t-il commenté, tout en sachant que j'avais économisé pendant 2 ans pour me l'offrir. Maman a rapidement changé de sujet. Me demandant si je voyais quelqu'un, son habituel rappel, pas si subtil, que les réussites professionnelles ne signifient pas grand-chose sans un mari et des enfants. À ce moment-là, Heather avait enchaîné plusieurs emplois, sans jamais y rester plus de quelques mois. Serveuse, vendeuse, réceptionniste, vente directe pour 3 sociétés différentes de marketing à paliers multiples. Rien ne collait. Son appartement, que je l'avais aidé à acquérir en lui offrant le premier et le dernier mois de loyer, changeait presque aussi souvent que son emploi. C'est alors qu'elle a rencontré Jérémy, 1,90 m avec de larges épaules et un sourire charmant qui n'atteignait jamais tout à fait ses yeux. Il travaillait parfois dans le bâtiment, ou du moins c'est ce qu'il prétendait. Son emploi semblait aussi sporadique que celui d'Heather, mais il avait une assurance qu'elle a trouvée irrésistible. Au bout de 3 mois, ils ont emménagé ensemble. Au bout de 6 mois. Les histoires ont commencé. Il ne pouvait pas payer le loyer parce que le patron de Jérémy ne l'avait pas payé. L'électricité a été coupée à cause d'une erreur de facturation. Le camion de Jérémy est tombé en panne et a nécessité des réparations coûteuses. Chaque crise nécessitait mystérieusement exactement la somme d'argent qu'Heather savait que j'avais récemment reçue sous forme de prime ou de déclaration d'impôt. Des informations qu'elle glanait lors de nos dîners en famille, de plus en plus rares, où la conversation tournait inévitablement autour de ma situation financière. De combien cette promotion a-t-elle augmenté ton salaire ? Cassie, Heather demandait à Jérémy. À côté d'elle, il acquiesce avec intérêt. Ce projet dont tu as parlé la dernière fois, est-ce que tu as eu cette grosse prime pour ça ? Maman et papa n'ont jamais réorienté ces questions. Semblant aussi intéressé par les réponses qu'Heather l'était. Le point de rupture de cette phase s'est produit lorsque la voiture de mes parents, vieille de 12 ans, a fini par rendre l'âme. Les frais de réparation ont dépassé la valeur du véhicule et ils se sont retrouvés sans moyen de transport. Papa devait se rendre à son cabinet d'expertise comptable et la boulangerie de maman nécessitait des livraisons tôt le matin. Sans réfléchir, je leur ai acheté une Toyota d'occasion fiable, rien de tapa accent grave l'œil mais fiable. J'y l'ai conduite chez eux un samedi matin, leur ai remis les clés et ne m'attendais qu'à des remerciements. A eu lieu de cela, j'ai eu droit à un véritable fouillis d'émotions. Maman pleurait. Papa avait l'air embarrassé et Heather, qui était en visite, fulminait d'un ressentiment visible. Après mon départ, elle m'a appelé. Le téléphone a vibré dans le porte-gobelet de ma voiture pendant que je rentrais chez moi. Alors, tu te la pètes maintenant, a-t-elle craché quand j'ai répondu. Tu sais que Jérémy et moi avons économisé pour une voiture pendant des mois, mais tu n'as jamais proposé de nous aider. Mais tu déposes une voiture neuve dans l'allée de papa et maman comme si de rien n'était. Tu as toujours besoin d'être le héros, n'est-ce pas Cassie ? J'ai essayé d'expliquer que nos parents avaient besoin d'un moyen de transport pour gagner leur vie, que je n'essayais pas de me mettre en valeur ou d'être une héroïne. Mais Heather avait déjà élaboré son récit,
dans lequel ma générosité était en fait une manœuvre calculée pour lui donner une mauvaise image. Ce soir-là, maman m'a appelé pour me remercier à nouveau pour la voiture, mais aussi pour me suggérer gentiment que je pourrais peut-être aider Heather et Jérémy aussi, juste pour maintenir la paix. C'est la première fois que j'ai reconnu clairement le schéma pour ce qu'il était. Peu importe ce que je faisais, comment j'essayais d'aider ou ce que je sacrifiais. Ce n'était jamais bon. Soit je n'en faisais pas assez, soit j'en faisais trop et de la mauvaise manière. J'ai commencé à créer des distances, à limiter les dîners en famille à une fois par mois au lieu d'une fois par semaine, à filtrer les appels et à établir des limites qui me semblaient étrangères et inconfortables, mais nécessaires. Et la crise économique a frappé Boston de plein fouet et les petites entreprises de mes parents ont souffert presque immédiatement. Les clients comptables de mon père ont commencé à réduire leurs coûts, nombre d'entre eux abandonnant les services professionnels au profit de logiciels d'imposition à utiliser soi-même. La boulangerie de ma mère a vu ses commandes diminuer, les gens éliminant les produits de luxe de leur budget. En l'espace de 6 mois, ils ont eu du mal à rembourser l'hypothèque de la maison qui avait été la nôtre pendant 25 ans. Ils n'ont pas demandé directement de l'aide, ils n'ont pas eu à le faire. Lors de notre dîner mensuel, maman a mentionné avec désinvolture qu'il pourrait être amené à vendre la maison. Le père a parlé de ses nuits blanches passées à s'inquiéter pour ses finances. Leur fierté ne leur permettait pas de faire des demandes directes, mais les allusions étaient suffisamment claires. Je leur ai proposé de prendre en charge leur hypothèque pendant 6 mois, le temps pour eux de réorganiser leur entreprise ou de trouver d'autres sources de revenus. Le soulagement sur leur visage a été immédiat et profond. J'ai mis en place des virements automatiques de mon compte vers le leur, remarquant à peine l'impact sur mes finances grâce à ma récente promotion au poste de développeur principal. Ce que je n'avais pas prévu, c'est que la situation d'Heather et de Jérémy se détériorait simultanément. Leur immeuble a changé de propriétaire, les loyers ont augmenté et ils ne pouvaient plus se permettre de rester. N'ayant nulle part où aller, ils ont emménagé temporairement dans la maison de nos parents. Le provisoire s'est étiré de semaine en mois, sans qu'aucune fin ne soit en vue. Mes visites sont devenues de plus en plus stressantes. La table de la salle à manger, qui n'était auparavant que le lieu de conversation désagréable, s'est transformée en un champ de bataille de commentaires passifs-agressifs et d'hostilité pure et simple. Jérémy s'étalait sur le canapé, faisant un minimum d'efforts pour reconnaître ma présence, tandis qu'Heather dressait la liste des injustices que la vie lui avait infligées ces derniers temps. Mes parents alternaient entre la médiation et l'ajout de leurs propres griefs au mélange. 3 mois après avoir payé leur hypothèque, j'ai découvert quelque chose qui m'a profondément ébranlé. J'étais passé à l'improviste un mardi soir pour déposer des ingrédients spéciaux dont maman avait besoin pour une grosse commande de boulangerie. Et la maison semblait vide. Mais alors que je posais le paquet sur le comptoir de la cuisine, des voix se sont élevées depuis l'arrière-boutique. Je n'essayais pas d'écouter, mais mon nom a attiré mon attention. Le problème, c'est que Cassandra ne comprend pas à quel point les choses sont serrées, dit papa. Ces paiements hypothécaires nous aident, mais c'est le prêt commercial qui nous tue. Quel prêt commercial ? Je n'avais pas entendu parler d'autres problèmes financiers. Nous n'aurions pas dû co-signer pour Heather et Jérémy. La voix de maman semblait fatiguée, mais ils étaient tellement sûrs que l'entreprise de paysagisme allait décoller. Je me suis figé, cherchant à comprendre ce que j'entendais. Mes parents avaient co-signé un prêt commercial pour ma sœur et son petit ami, un détail dont personne ne m'avait parlé, malgré le soutien financier important que j'apportais à la famille. Je me suis éclipsé sans annoncer ma présence. L'esprit rempli de questions. Les recherches effectuées ce soir-là ont révélé la vérité. 6 mois plus tôt, Jérémy avait convaincu Heather qu'il pouvait créer une entreprise de paysagisme prospère. Bien qu'il n'ait aucune expérience dans ce domaine ou dans la gestion d'entreprise, ils avaient créé une SARL et obtenu un prêt de $50 000 avec mes parents comme co-signataires. L'entreprise a échoué en l'espace de 3 mois, après avoir acquis du matériel qu'ils ne pouvaient pas utiliser correctement et des employés qu'ils ne pouvaient pas gérer. Le prêt n'a pas été remboursé, laissant mes parents responsables de la dette en plus de leurs difficultés financières. J'aurais dû être en colère, mais je n'ai ressenti qu'un épuisement profond. Le dimanche soir suivant, je suis arrivé avec une proposition soigneusement élaborée. J'aiderais également à rembourser le prêt commercial, ce qui mettrait mes finances à rude épreuve, mais resterait gérable. En échange, je voulais qu'Heather et Jérémy suivent des cours d'éducation financière et établissent un plan de remboursement, même si les montants étaient faibles. Et la réaction n'a pas été celle que j'attendais. Plutôt que de la gratitude ou même de l'embarras, mon offre a été accueillie sur la défensive.
Heather m'a accusé d'essayer de contrôler sa vie. Jérémy a suggéré qu'étant donné que j'avais tant partager davantage mon succès était le moins que je puisse faire pour ma famille. Le plus surprenant, c'est que mes parents se sont rangés de leur côté. Vous ne comprenez pas la pression qu'ils subissent, a déclaré Cassandra Mom, en tapotant la main de Heather. Ils sont jeunes et cherchent encore à comprendre les choses. Tout le monde ne peut pas être aussi naturellement discipliné que toi. Je me suis demandé à quel moment la trentaine était devenue trop jeune pour être financièrement responsable, mais j'ai gardé cette pensée pour moi. J'ai modifié mon offre, supprimant les conditions et proposant simplement une aide financière. Tout le monde semblait satisfait de cet arrangement, même si l'atmosphère restait tendue. En partant ce soir-là, j'ai entendu mon père dans la cuisine avec Jérémy. Elle pourrait certainement aider davantage, disait-il. Avec ce qu'elle gagne, c'est à peine si elle a un peu d'argent. Ces mots m'ont piqué plus que je ne voulais l'admettre. Les versements hypothécaires, à présent, l'aide à l'emprunt constituait près de 40% de mes revenus mensuels. J'avais retardé mon projet d'achat d'une maison et j'avais puisé dans mon fonds d'urgence plus d'une fois pour couvrir ces dépenses, mais à leurs yeux, ce ne serait jamais suffisant. Le point de rupture s'est produit un mardi ordinaire. Je consultais mon dossier de crédit dans le cadre d'une demande pour un appartement que j'espérais acheter. Malgré les contraintes financières liées à l'aide apportée à ma famille, j'avais réussi à économiser suffisamment pour verser un acompte, et la propriété était suffisamment modeste pour correspondre à mon budget ajusté. Ce que j'ai découvert m'a glacé le sang. 3 cartes de crédit avaient été ouvertes à mon nom au cours des 4 derniers mois. Des cartes que je n'avais jamais demandées, reçues ou utilisées. Les adresses indiquées étaient des variantes de l'adresse du domicile de mes parents. Les soldes impayés s'élevaient à près de $20 000. J'ai d'abord pensé à une usurpation d'identité par un criminel inconnu. J'ai entamé les démarches pour signaler la fraude, mais je me suis retrouvé bloqué lorsque la société de cartes de crédit a révélé le numéro de téléphone associé au compte. Il s'agissait du portable d'Heather. La réalité s'est imposée à moi comme un poids physique. Ma propre sœur avait usurpé mon identité, ouvert des comptes frauduleux et accumulé des dettes importantes en mon nom. Les achats, lorsque le représentant les a énumérés, n'étaient manifestement pas des produits de première nécessité, vêtements de marque, appareils électroniques haut de gamme, escapades d'un week-end dans des stations balnéaires proches. J'ai passé le reste de la journée dans un état second, alternant entre incrédulité, rage et déchirement. Il ne s'agissait pas d'un malentendu ou de priorités différentes. Il s'agissait d'une fraude préméditée, d'un crime qui pourrait avoir un impact sur mon avenir financier pendant des années, commis par quelqu'un qui partageait mon sang, que j'avais aidé à élever, pour qui je m'étais sacrifié à maintes reprises. Le dîner du dimanche est arrivé et j'ai fait les choses machinalement. J'ai apporté la bouteille de vin habituelle, j'ai complimenté la cuisine de ma mère et j'ai discuté du temps qu'il faisait et des nouvelles locales, tandis que les relevés de cartes de crédit imprimées faisaient un trou dans mon sac à main. Lorsque le dessert a été servi, j'ai posé les relevés sur la table. À côté de ma tarte aux pommes restée intacte. Je n'ai pas crié ni accusé, j'ai simplement demandé, quelqu'un peut-il m'expliquer cela ? Le silence qui a suivi était assourdissant. Maman a d'abord eu l'air confus, puis ses yeux se sont écarquillés en parcourant les documents. Papa a retiré ses lunettes, les a nettoyées inutilement et les a remises en place sans croiser mon regard. Heather fixait son assiette, soudain fasciné par la croûte de sa tarte. Jérémy était le seul à maintenir le contact visuel, un air calculateur sur le visage. Heather a finalement rompu le silence. Ce n'est pas ce que tu penses, Cassie. Ça ressemble exactement à ce que je pense, répondis-je en gardant ma voix ferme. Des cartes de crédit ont été ouvertes à mon nom sans que je le sache ou que j'y consente. C'est une usurpation d'identité et une fraude à la carte de crédit. C'est un crime. Oh, s'il vous plaît, a ajouté Jérémy d'un geste dédaigneux. Ne soyez pas si dramatique. C'est la famille qui aide la famille. Vous parlez toujours d'aider de toute façon. La réponse de mes parents est ce qui m'a vraiment choqué. A eu lieu d'exprimer leur horreur face à ce que leur fille cadette avait fait, ils ont commencé à lui trouver des excuses. Heather est tellement sous pression ces derniers temps. Maman a proposé de me tendre la main de l'autre côté de la table. Je me suis éloignée avant qu'elle ne puisse me toucher. Ils essayaient juste de se remettre sur pied après le revers commercial, a ajouté papa. Ils avaient l'intention de tout rembourser avant même que tu t'en aperçoives. Je les ai regardés fixement.
Ces gens qui m'avaient élevé, qui m'avaient appris à distinguer le bien du mal, justifiaient à présent un comportement criminel parce que c'était plus facile que de demander des comptes à Heather. Quelque chose de fondamental a basculé en moi à ce moment-là. Alors vous saviez, ai-je demandé en regardant directement mes parents. Vous saviez qu'elle avait volé mon identité et vous n'avez rien dit. Leur silence a été une confirmation suffisante. Je me suis tourné vers Heather, qui avait finalement levé les yeux de son assiette, le défi remplaçant sa honte initiale. Tu me devais bien ça, dit-elle en haussant le ton. Toi, avec ton travail parfait et ta vie parfaite, toujours à nous vanter les mérites de ta réussite. Quand est-ce que je t'ai déjà dominé ? J'ai demandé, sincèrement confus. J'aide financièrement cette famille depuis des années. C'est exactement ça, a-t-elle explosé, frappant la table de sa main assez fort pour faire trembler la vaisselle. Tu arrives avec ton argent et tu nous fais passer pour des assistés. Tu penses que tu es tellement mieux que nous, point. Heather, ce n'est pas juste, commence maman. Mais sa protestation était faible et peu convaincante. Non, laisse-la finir, dis-je. Un calme étrange s'installant en moi alors que des années de ressentiment s'échappaient de ma sœur. Heather se tenait maintenant debout, le visage rougi par la colère. Tout allait bien avant que tu ne commences à te vanter de tes promotions, de ta nouvelle voiture et de ton aide constante que personne n'a demandé. Pourquoi ne disparais-tu pas ? Tu as gâché nos vies. Je m'attendais à ce que mes parents interviennent pour souligner l'irrationalité de me reprocher d'avoir essayé d'aider, d'avoir travaillé dur, d'avoir fait exactement ce pourquoi ils m'avaient élevé. A eu lieu de cela, ils sont restés assis dans un silence gênant, papa regardant ses mains, maman regardant anxieusement entre ses filles. C'est alors que maman a prononcé des mots qui allaient tout changer. Cassandra, peut-être ? Heather n'a pas tort. Tu peux être un peu écrasante avec ton succès. C'est difficile pour elle de vivre dans ton ombre. Et tu es toujours si rigide à propos des règles et de la bonne façon de faire les choses. La famille est plus compliquée que ça. Papa acquiesce. Tu pourrais être plus compréhensif à l'égard de la situation de ta sœur. Tout le monde n'a pas les mêmes avantages que toi. Des avantages, ai-je répété avec incrédulité. Quels avantages ? Tout ce que j'ai, je l'ai gagné en travaillant. Je suis resté près de chez moi au lieu d'aller dans l'école de mes rêves pour aider Heather. Je t'ai donné des milliers de dollars, je t'ai acheté une voiture, et maintenant on m'accuse parce qu'Heather a commis une fraude. Tu rends toujours les choses si noires et si blanches, Heather, cracha-t-elle. C'est ton problème. Tu ne peux pas voir que parfois les règles doivent être contournées quand la famille est impliquée. J'ai regardé autour de la table ces personnes qui partageaient mon ADN, mais qui se sentaient soudain étrangères. Dans leurs yeux, j'ai vu la vérité. Pour eux, je n'étais pas une fille ou une sœur qui s'était sacrifiée et avait apporté sa contribution. J'étais une ressource à utiliser, un obstacle au bonheur d'Heather, et maintenant un témoin gênant de leur compromis moral. Je n'ai pas argumenté et je ne me suis pas défendu davantage. Cela ne servait à rien. Dans ce moment de clarté, j'ai reconnu qu'aucun mot ne pourrait combler le fossé fondamental qui nous séparait. Je me suis simplement levé, j'ai rassemblé les relevés de cartes de crédit et je me suis dirigé vers la porte. Tu pars vraiment en plein milieu du dîner ? Maman m'appelle. Sa voix était teintée du même ton culpabilisant qu'elle avait utilisé pendant toute mon enfance. Oui, répondis-je sans me retourner. Je pars sérieusement. Le trajet jusqu'à la maison s'est déroulé dans le flou, les larmes coulant silencieusement sur mon visage. Pas des sanglots dramatiques, mais les pleurs silencieux du deuil. Je pleurais la famille que je pensais avoir. Les personnes que je croyais être mes parents et ma sœur. Mais surtout, je pleurais la personne que j'avais été, la fille dévouée qui avait structuré toute sa vie autour des obligations et des attentes de sa famille. Dès au retour dans mon appartement, j'ai agi avec une précision méthodique malgré mon trouble émotionnel. Tout d'abord, j'ai appelé les 3 sociétés émettrices de cartes de crédit pour signaler la fraude et clôturer les comptes. J'ai fourni des informations détaillées et j'ai précisé que je porterais plainte si nécessaire. Ensuite, j'ai gelé mon crédit pour empêcher l'ouverture de tout autre compte. Enfin, j'ai contacté un ami avocat pour obtenir des conseils sur la façon de me protéger à l'avenir. Les tâches pratiques occupaient mes mains tandis que mon esprit assimilait l'ampleur de ce qui s'était passé. Mon téléphone bourdonnait sans cesse de textes et d'appels de ma famille. Mais je les fais taire sans lire ni répondre. Les justifications ou les accusations qu'ils voulaient partager pouvaient attendre.
J'avais besoin d'espace pour réfléchir clairement. Le lendemain matin, je me suis fait porter pâle au travail pour la première fois en 3 ans. Mon patron, préoccupé par cette demande inhabituelle, m'a assuré que j'avais accumulé beaucoup de jours de congé personnel et que je devais prendre ce dont j'avais besoin. J'ai passé la journée à alterner des périodes de planification intense et des moments de chagrin accablants. Le soir venu, j'avais pris plusieurs décisions. Tout d'abord, j'ai cessé immédiatement toute aide financière à ma famille. Les versements hypothécaires automatiques ont été annulés et j'ai informé la banque de mes parents de ce changement. Deuxièmement, j'allais suivre une thérapie pour comprendre comment j'avais pu m'enliser à ce point dans cette dynamique dysfonctionnelle. Troisièmement, j'ai coupé temporairement les ponts pour prendre du recul. J'ai envoyé un seul SMS à mes parents. J'ai besoin d'espace pour digérer ce qui s'est passé. S'il vous plaît, ne me contactez pas pendant un certain temps. Je vous contacterai quand je serai prête. Puis j'ai bloqué leur numéro ainsi que ceux des heures et de Jérémy. Cette action m'a semblé à la fois libératrice et terrifiante. Mon amie Amanda est venue ce soir-là, m'apportant des plats réconfortants et une oreille attentive. Lorsque j'ai raconté les événements, son expression est passée du choc à l'indignation. Cassie, ce qu'ils ont fait n'est pas seulement mal. C'est illégal, souligne-t-elle en me tendant un autre mouchoir. Et la façon dont ils ont retourné la situation contre toi est un exemple classique d'éclairage par le gaz. Je pense que le plus dur est de réaliser que ce n'est pas nouveau, ai-je admis. C'est la dynamique qui a été la nôtre toute ma vie. Je ne pouvais pas le voir clairement jusqu'à maintenant. Parce que tu les aimes et que tu veux croire en ce qu'il y a de mieux, a répondu Amanda avec douceur. Ce n'est pas un défaut de caractère, c'est humain. Les jours suivants, une nouvelle routine s'installe. Les matinées commençaient par la rédaction d'un journal, où l'on déversait les pensées et les souvenirs qui apparaissaient soudain sous un jour nouveau. Les après-midi étaient consacrés au travail, où je me lançais dans des projets de codage avec une concentration renouvelée. Les soirées alternaient entre des conversations avec Amanda et d'autres amis que j'avais négligés en donnant la priorité à la famille, et des recherches sur des thérapeutes spécialisés dans les traumatismes familiaux. Une semaine après la confrontation, j'ai assisté à ma première séance de thérapie avec le Dr Marlène Foster. Une femme compatissante d'une 50aine d'années au regard bienveillant et aux manières directes. Dans son bureau confortable, à la lumière tamisée et sans horloge, j'ai démêlé l'histoire enchevêtrée de mes relations familiales. Il semble que vous ayez été le bouc émissaire et le sauveur de la famille pendant la plus grande partie de votre vie, a-t-elle observé au cours de notre deuxième séance. C'est un rôle impossible à tenir. Je n'y ai jamais pensé de cette façon, ai-je admis. Je pensais simplement que je faisais ce que toute bonne fille et sœur ferait. Le travail avec le docteur Foster est devenu un point d'ancrage dans la mer houleuse des émotions que je traversais quotidiennement. Grâce à ses conseils, j'ai commencé à reconnaître des schémas qui m'étaient jusqu'alors invisibles. Les crises de Heather semblaient toujours coïncider avec mes réussites. Comment mes parents ont soudain renforcé cette dynamique en attendant de moi que je règle les problèmes sans jamais demander de compte à Heather. Comment j'avais intériorisé la croyance que ma valeur était liée à ce que je pouvais fournir plutôt qu'à ce que j'étais. 3 semaines se sont écoulées sans que ma famille ne prenne contact avec moi. 3 semaines d'intenses découvertes de soi, de douloureuses prises de conscience et de guérison progressive. J'ai retiré mes parents de mes listes de contacts d'urgence. J'ai changé mes mots de passe et mes questions de sécurité. J'ai commencé à chercher des appartements dans un autre quartier de Boston, considérant pour la première fois que la distance géographique pouvait être nécessaire à ma santé mentale. Au cours de cette période, j'ai également renoué avec des parties de moi-même qui avaient été négligées. J'ai rejoint un club de lecture local, ce que j'avais toujours voulu faire sans jamais en faire une priorité. J'ai essayé un cours de peinture, découvrant un plaisir méditatif à créer sans souci de perfection. J'ai dîné avec des collègues, nouant des amitiés qui s'étaient auparavant limitées à des interactions professionnelles. L'appartement a également commencé à se transformer. J'ai débarrassé les cartons de souvenirs d'enfance que j'avais stockés, ne gardant que les objets qui me procuraient une véritable joie plutôt qu'une obligation. Les photos de vacances en famille ont été remplacées sur les murs par des œuvres d'art qui me parlaient. L'espace est devenu vraiment le mien, peut-être pour la première fois. Amanda a remarqué le changement lors d'une visite le samedi. Tu as l'air plus léger, a-t-elle commenté alors que nous partagions un café sur mon petit balcon. Comme si tu t'étais délesté d'un poids que tu portais depuis toujours.
Je pense que c'est le cas, ai-je répondu, me surprenant à sourire sincèrement. J'ai encore des moments de doute et de chagrin, mais ils sont moins envahissants maintenant. Et le fonds de vacances ? Amanda a demandé, faisant référence au compte d'épargne que j'avais gardé pendant des années, destiné à un voyage de rêve au Japon que j'avais reporté à plusieurs reprises en raison d'obligations familiales. Je pense qu'il est temps, ai-je répondu, la décision se cristallisant au fur et à mesure que je prononçais les mots. Je vais le réserver pour le printemps prochain. Cet après-midi-là, j'ai fait les réservations, 2 semaines au Japon à explorer des temples anciens et des villes modernes. À faire l'expérience d'une culture que j'avais étudiée de loin mais que je n'avais jamais espéré voir de mes propres yeux. Le courriel de confirmation m'a fait monter les larmes aux yeux, non pas de tristesse, mais de possibilité. Pour la première fois depuis longtemps, je planifiais ma vie en fonction de mes propres rêves plutôt que des besoins des autres. 3 semaines sans contact se sont transformées en une période de profonde transformation. Les séances hebdomadaires du Dr Foster sont devenues un sanctuaire où je pouvais explorer sans jugement les émotions complexes entourant ma famille. Le choc et la douleur initiaux se sont progressivement transformés en quelque chose de plus nuancé, comprenant sans excuser le deuil, sans se noyer. Ce qui me pose le plus de problèmes, ai-je admis lors d'une séance, c'est que, malgré tout, je les aime encore. Est-ce que c'est de la folie ? Après ce qu'ils ont fait ? Le Dr Foster a secoué la tête. L'amour n'est pas un robinet que l'on peut simplement fermer, surtout avec la famille. Le défi consiste à trouver un moyen de les aimer sans sacrifier son bien-être. Cet équilibre est devenu mon objectif. J'ai commencé à faire la distinction entre l'amour de ma famille et l'acceptation de schémas destructeurs, entre le souci de leur bien-être et la prise de responsabilité, entre le souvenir des bons moments et leur utilisation pour excuser les mauvais points. Les aspects pratiques de la séparation se sont avérés plus faciles que les aspects émotionnels. J'ai réorienté les fonds précédemment envoyés à mes parents vers mon propre avenir, en augmentant mes cotisations de retraite et en constituant un fonds d'urgence plus important. Je me suis renseigné sur les services de protection de l'identité et j'ai mis en place des mesures de protection supplémentaires pour mes comptes financiers. J'ai même rédigé un testament avec mon avocat. En retirant les membres de ma famille comme bénéficiaires et en désignant à la place des organisations caritatives en accord avec mes valeurs. Sur le plan professionnel, cette période m'a apporté une croissance inattendue. Libérée de la pression constante des drames familiaux, mon énergie créatrice s'est épanouie. J'ai proposé une fonction innovante pour notre produit phare qui a été reconnu par l'équipe de direction de l'entreprise. Mon patron a évoqué la possibilité d'une promotion à un poste de directeur au cours de l'année. Le développement le plus surprenant s'est produit par le biais d'un panneau d'affichage communautaire dans mon café local. Un prospectus annonçait que des bénévoles étaient recherchés pour un atelier de codage d'un week-end destiné aux filles issues de milieux défavorisés. Sur un coup de tête, je me suis inscrite. Le premier atelier du samedi m'a permis de rencontrer 12 filles âgées de 13 à 16 ans, toutes brillantes à leur manière, mais manquant de ressources et d'encouragement pour développer leur talent. Alors que j'aidais une jeune fille de 14 ans particulièrement déterminée à déboguer son premier programme, et que je voyais son visage s'illuminer lorsqu'il fonctionnait enfin correctement, quelque chose a bougé en moi. Je me suis rendu compte que c'était cela, un don sain, offrir ses compétences et son soutien sans être épuisé, être témoin de la croissance sans ressentiment, contribuer sans attendre de gratitude ou de réciprocité. Je suis devenue une bénévole régulière, et j'ai fini par aider à coordonner le programme et à obtenir des fonds supplémentaires grâce à mon réseau professionnel. Ce travail a comblé quelque chose en moi que les obligations familiales n'avaient jamais eu. Un lien authentique basé sur le respect mutuel plutôt que sur la culpabilité ou la manipulation. Des nouvelles amitiés se sont nouées pendant cette période, non seulement avec Amanda, qui m'avait soutenue pendant la crise, mais aussi avec des collègues qui sont devenus des compagnons de randonnée, des membres du club de lecture qui partageaient ma passion pour les romans policiers et des collègues bénévoles qui comprenaient la joie du mentorat. Pour la première fois, j'ai construit des relations basées sur des intérêts et des valeurs partagées plutôt que sur l'obligation ou la proximité. Au fil des semaines et des mois, j'ai commencé à me débarrasser des derniers vestiges de mon ancienne vie. Le processus a été à la fois douloureux et libérateur. Chaque souvenir d'enfance nécessitait une décision. S'agissait-il d'un objet que je chérissais pour lui-même ou le gardais-je par obligation? Les albums photos, les bulletins de notes, les œuvres d'art de l'école primaire ont tous fait l'objet d'un examen minutieux. Certains objets étaient faciles à jeter, car ils n'étaient associés qu'à des souvenirs ou des attentes difficiles. D'autres m'ont apporté des sourires sincères et de la chaleur.
gagnant leur place dans ma nouvelle vie. Les plus difficiles ont été ceux qui véhiculaient des émotions contradictoires, comme le pull tricoté à la main que maman avait confectionné pour la remise de mon diplôme universitaire. J'ai fini par le garder, reconnaissant que les relations compliquées peuvent toujours contenir des fils d'amour sincères. L'organisation du voyage au Japon est devenue un symbole de ma transformation. Chaque soir, je faisais des recherches sur un autre aspect du voyage, qu'il s'agisse de l'hébergement en ryokan ou des quartiers cachés de Tokyo. J'ai rejoint des groupes d'apprentissage de la langue, maîtrisant les phrases de base et les coutumes. L'attente de ce rêve longtemps différé m'a soutenu dans les moments difficiles de doute. Une étape particulièrement importante a été franchie dans la chambre d'enfant de mes parents. Au fil des ans, j'y avais laissé de nombreux objets, trop encombrants pour mon appartement ou trop liés à mon passé pour être exposés, mais trop significatifs pour être jetés. Avec les encouragements du Dr Foster, j'ai engagé une société de déménagement pour récupérer ces objets pendant que ma famille était absente, en laissant une note polie mais ferme expliquant ma démarche. Les cartons sont arrivés à mon appartement le lendemain. Trier leur contenu est devenu un rituel thérapeutique, en décidant ce qu'il fallait garder, donner ou jeter. Les journaux du lycée, les prix des concours universitaires, l'ours en peluche usé qui avait été le témoin des larmes et des triomphes de mon enfance. Chaque objet représentait un morceau de mon histoire que je me réappropriais maintenant selon mes propres termes. Au cours de ce processus, une prise de conscience s'est progressivement cristallisée. La famille pour laquelle j'avais fait tant de sacrifices existait davantage dans mon imagination que dans la réalité. J'avais été fidèle à une idée, un espoir de ce que nous pourrions être, au lieu de voir clairement ce que nous étions. Cette vérité m'a fait mal, mais elle m'a aussi libéré d'attentes impossibles, à la fois vis-à-vis d'eux et de moi-même. À l'approche des 3 mois sans contact, j'ai ressenti un sentiment de préparation auquel je ne m'attendais pas nécessairement pour une réconciliation, mais pour tout ce qui allait suivre. J'avais construit une vie qui m'appartenait vraiment, ancrée dans mes valeurs et mes choix plutôt que dans les attentes des autres. J'avais créé des limites et développé la force de les maintenir. Quoi qu'il advienne de ma famille, je ne me perdrai plus dans le processus. La veille du jour où j'avais prévu de débloquer leur numéro, je me tenais sur mon balcon et je regardais l'horizon de Boston, les lumières de la ville se reflétant sur le port. J'ai ressenti un profond sentiment de paix, reconnaissant pour le réveil douloureux qui avait finalement conduit à une véritable croissance. Quel que soit le lendemain, j'étais prête à l'affronter en tant que personne que j'étais devenue, et non en tant que personne que j'avais été formée à être. Le matin arriva avec un poids inattendu. J'avais dormi d'un sommeil agité, avec des rêves remplis de confrontation et de réconciliation. Assise sur mon lit, le téléphone à la main, j'ai pris une grande inspiration et j'ai débloqué les numéros de la famille. En quelques secondes, des alertes de notification ont commencé à apparaître. 14 appels manqués au cours de la journée précédente, 5 de maman, 4 de papa, 3 d'Heather et 2 de Jérémy. Mon pouce s'est posé sur l'icône de la messagerie vocale, l'hésitation me saisissant. Le Dr Foster et moi avions longuement discuté de ce moment. J'avais un plan, des limites fermement établies, des réponses pratiquées. Pourtant, mon cœur s'est emballé lorsque j'ai appuyé sur Play et mis le téléphone sur haut-parleur. Les premiers messages étaient, comme on pouvait s'y attendre, accusateurs. La voix de ma mère est serrée par l'indignation. Cassandra, ce traitement silencieux est tout à fait inapproprié. Nous devons discuter de la situation de la carte de crédit comme des adultes. Rappelle-moi immédiatement. Le père a suivi la même ligne de conduite. Ta mère est très contrariée par ton comportement. Quels que soient vos problèmes, couper les ponts avec votre famille n'est pas la solution. Nous attendons toujours des excuses pour la façon dont tu as quitté le dîner de dimanche. Le premier message d'Heather, empreint d'une manipulation familière, disait: je ne peux pas croire que tu fasses toute une histoire pour rien. Tu sais que j'aurais fini par payer ces cartes. Tu essaies juste de me faire passer pour une mauvaise personne. J'ai écouté sans réagir, notant l'absence totale de responsabilité ou d'intérêt sincère pour mes sentiments. Les messages suivants ont commencé à changer de ton, cependant. Mon silence continu ayant apparemment été enregistré. Cassandra, c'est encore maman. Nous commençons à nous inquiéter pour toi. Fais-nous au moins savoir que tu vas bien. Le troisième message de papa contenait une note d'anxiété inhabituelle. Cassie, appelle-nous s'il te plaît. La banque nous a contactés au sujet du paiement de l'hypothèque. Il faut qu'on parle. Dans les derniers messages laissés hier, le désespoir avait entièrement remplacé l'indignation. Cassandra,
la banque saisit la maison. La voix de la mère s'est brisée sous l'effet des larmes. Nous ne savons pas quoi faire. S'il vous plaît, appelez-nous. Nous sommes désolés pour tout point, nous avons besoin de vous. Je suis restée silencieuse après la fin du dernier message, analysant la manipulation émotionnelle qui se mêlait à ce qui semblait être une véritable crise. L'ancien moi aurait immédiatement rappelé, s'empressant de résoudre le problème. Acceptant des excuses timides en échange du réconfort d'être utile. Le nouveau moi a reconnu la complexité de la situation et mes propres sentiments contradictoires. Au lieu d'appeler ma famille, j'ai appelé le docteur Foster. Après avoir expliqué la situation, je lui ai demandé son point de vue. « Qu'est-ce que tu veux faire, Cassandra ?» m'a-t-elle demandé, en me retournant la question. « Non pas ce que vous vous sentez obligé de faire, mais ce que vous voulez vraiment. » J'ai réfléchi avant de répondre. Je ne veux pas qu'ils perdent leur maison. Malgré tout, je me soucie de leur bien-être, mais je ne veux pas non plus retomber dans les mêmes schémas. J'ai besoin de responsabilité, pas seulement parce qu'ils ont à nouveau besoin de quelque chose de moi. Cela semble être une limite réfléchie, a-t-elle affirmé. Réfléchissez aux actions concrètes qui vous permettraient d'assumer cette responsabilité. Après notre appel, j'ai contacté un conseiller financier que j'avais consulté au sujet de mes propres investissements. Je lui ai expliqué la situation dans les grandes lignes et lui ai demandé s'il accepterait de participer à une réunion de famille en tant que tiers neutre. Elle a accepté, suggérant que nous nous rencontrions à son bureau plutôt qu'à mon appartement ou à la maison de mes parents. Il était important que cette conversation se déroule en terrain neutre. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai envoyé un SMS à mes parents pour leur dire que j'avais reçu vos messages. Je suis prêt à vous rencontrer demain à 14 h chez Westbrook Financial Advisors pour discuter de la situation. L'adresse est 447 Boylston Street. S'il vous plaît, venez prêt à avoir une conversation honnête sur tout ce qui s'est passé. La réponse a été immédiate. Nous serons là. Merci, Cassie. J'ai passé la soirée à me préparer, non seulement sur le plan financier, mais aussi sur le plan émotionnel. J'ai revu les limites que j'avais établies avec le docteur Foster. J'ai répété les réponses aux manipulations potentielles. Je me suis rappelé qu'aider ne signifiait pas renoncer à ma nouvelle force. Lorsque je suis arrivée au bureau des conseillers financiers, ma famille attendait déjà dans la salle de réception. Maman avait l'air plus petite. La propriétaire de la boulangerie, sûre d'elle, était diminuée par l'inquiétude. Les épaules de papa s'affaissaient dans une posture de défaite que j'avais rarement vue. Heather était assise un peu à l'écart, examinant sa manucure avec une indifférence étudiée, tandis que Jérémy faisait défiler son téléphone à côté d'elle. Westbrook nous a accueillis dans une salle de conférence confortable, se présentant et expliquant son rôle dans la facilitation de notre discussion. Je lui avais demandé de commencer par examiner objectivement la situation financière actuelle. Ce qu'il a fait avec une clarté professionnelle. Le prêt hypothécaire était en effet en préforclusion. Le prêt professionnel n'avait pas été remboursé depuis 3 mois. Les dettes de carte de crédit, au-delà des comptes frauduleux à mon nom, s'étaient accumulées à des niveaux alarmants. Les comptes de retraite de mes parents avaient été épuisés par des retraits anticipés, entraînant des pénalités substantielles. Au fur et à mesure que le sombre tableau financier se dessinait, j'ai observé les réactions de ma famille. Maman essuyait des larmes silencieuses. Papa fixait la table, hochant de temps en temps la tête pour confirmer des détails particulièrement difficiles. L'indifférence des heures s'est progressivement transformée en consternation à mesure que la gravité de la situation devenait évidente. Seul Jérémy semblait impassible, ses yeux se tournant de temps à autre vers la porte, comme s'il cherchait un moyen de s'enfuir. Lorsque M. Westbrook a terminé son évaluation, il s'est tourné vers moi. Cassandra m'a demandé de vous présenter quelques pistes potentielles, mais elle aimerait d'abord vous parler de questions personnelles. Tous les regards se sont tournés vers moi. Le discours que j'avais préparé m'a soudain semblé inadapté à l'ampleur du moment. Au lieu de cela, j'ai parlé avec mon cœur. Avant de discuter d'une aide financière, je dois vous parler de ce qui s'est passé. Heather a volé mon identité et a commis une fraude. Vous étiez tous au courant et non seulement vous ne m'avez rien dit, mais vous m'avez blâmé lorsque je l'ai découvert. Cela a brisé quelque chose de fondamental entre nous. Maman a commencé à m'interrompre, mais j'ai levé la main et j'ai continué fermement. J'ai passé ces derniers mois à reconstruire ma vie et à comprendre ma propre valeur au-delà de ce que je peux apporter à cette famille. Je suis prête à aider à résoudre la crise financière immédiate.
Mais seulement à des conditions qui nous protègent tous à l'avenir. Papa se racle la gorge. Quel genre de conditions? Premièrement, j'aiderai à payer l'hypothèque pour éviter la saisie, mais les paiements iront directement à la banque, et ne passeront pas par vous. Deuxièmement, j'apporterai mon aide pour le prêt commercial à condition que Heather et Jérémy suivent des cours de responsabilité financière et établissent un plan de remboursement à mon égard, même s'il s'agit de petits montants mensuels. Heather se raidit. Donc tu essaies toujours de tout contrôler, point. Non, répondis-je calmement. J'établis des limites qui respectent à la fois ma contribution et votre rôle. J'offre une aide qui ne favorise pas les schémas néfastes. Troisièmement, ai-je poursuivi, nous suivons tous ensemble une thérapie familiale pendant au moins 6 séances. Je ne suis pas intéressé par le blâme ou la punition. Mais j'ai besoin que l'on reconnaisse ce qui s'est passé et que l'on s'engage à établir des relations plus saines à l'avenir. Le silence qui a suivi m'a semblé interminable. J'ai observé les émotions sur leur visage, résistance, calcul, et finalement reconnaissance réticente de la réalité. Et la mère a pris la parole en premier. Nous ne méritons pas votre aide après ce qui s'est passé, mais nous sommes reconnaissants que vous nous l'offriez quand même. C'était la première reconnaissance sincère qu'elle offrait, et quelque chose de serré dans ma poitrine s'est légèrement relâché. M. Westbrook nous a guidés à travers les détails pratiques, calendrier de paiement, inscription au cours, recommandations de thérapeute. Les contributions de Jérémy à la conversation étaient minimes. Son malaise face à la responsabilité étant évident dans chaque regard fuyant et dans chaque haussement d'épaule sans engagement. Je me suis demandé si sa relation avec Heather survivrait au nouveau paradigme, mais j'ai reconnu que ce n'était pas à moi de gérer cela. À la fin de la réunion, un moment gênant s'est installé entre nous. Les adieux familiaux habituels, avec accolades et baisers, me semblaient inappropriés compte tenu de tout ce qui s'était passé. A eu lieu de cela. J'ai offert un petit sourire et un simple « je vous recontacterai » au sujet des rendez-vous thérapeutiques. À l'extérieur du bâtiment, Heather m'a rattrapé sur le parking. Je m'attendais à une récrimination ou à une manipulation, mais au lieu de cela, elle m'a demandé calmement « pourquoi continuez-vous à nous aider après tout cela ?» J'ai mûrement réfléchi à cette question, car vous laisser souffrir ne guérira pas ce qui a été brisé. Mais permettre un comportement destructeur n'aidera pas non plus. J'essaie de trouver un juste milieu. Elle a fait un signe de tête qui ressemblait à du respect, avec une brève lueur dans les yeux avant de se détourner. Et la première séance de thérapie familiale, une semaine plus tard, a été aussi difficile que je l'avais prévu. Le docteur Lydia Morgan, spécialiste des systèmes familiaux, a créé un espace sur mes stimulants pour que nous commencions le dur travail de démêler des décennies de schémas dysfonctionnels. Maman a pleuré pendant une bonne partie de la séance. Le père a parlé de ses sentiments avec plus d'honnêteté que je ne l'avais jamais entendu. Heather a alterné entre une attitude défensive et des aperçus de remords sincères. Jérémy a cessé de participer à la deuxième séance. Peu après, Heather a annoncé qu'ils avaient rompu. J'ai offert mon soutien sans aller trop loin. En tenant compte de nos nouvelles limites. Les progrès se sont manifestés par de petits moments plutôt que par des percées spectaculaires. Maman a appelé pour demander comment j'allais sans faire de demande immédiate. Papa a exprimé sa fierté pour ma récente promotion sans la nuancer par des comparaisons avec Heather. Heather elle-même a effectué le 3e remboursement mensuel à temps, un petit montant, mais symboliquement significatif. 6 mois après la confrontation, nous avons célébré l'anniversaire de maman dans un restaurant plutôt que dans la maison familiale. La conversation s'est déroulée plus facilement que je ne m'y attendais, ponctuée de rires sincères et de quelques silences gênants. Lorsqu'Heather a levé son verre pour porter un toast, ces mots m'ont surpris. À Cassie, dit-elle en me regardant droit dans les yeux. Pour nous avoir appris que le véritable amour signifie parfois dire non et qu'aider n'est pas toujours synonyme de réparer. Le voyage vers la guérison de notre famille se poursuit. Certains jours, nous sommes frustrés et nous retombons dans nos vieux schémas. D'autres jours offrent l'espoir que nous sommes en train de créer quelque chose de plus sain que ce qui existait auparavant. Je maintiens mes limites avec vigilance, reconnaissant qu'elles ne me protègent pas seulement moi, mais nous protègent tous des dommages causés par l'habilitation et la codépendance. Ma vie continue de s'étendre au-delà des obligations familiales. Les ateliers de codage sont devenus un élément central de mon identité. Mon voyage au Japon a répondu à toutes mes attentes, et la planification de la prochaine aventure et du prochain safari en Afrique me procure la même joie. Des nouvelles amitiés s'approfondissent. Des possibilités romantiques émergent et la croissance professionnelle se poursuit. Plus important encore, j'ai appris que répondre à l'appel de la famille,
au sens propre comme au sens figuré, ne signifie pas que je doive m'abandonner dans le processus. Et la véritable connexion exige des limites autant que de l'ouverture, de la responsabilité autant que du pardon, de l'interdépendance plutôt que de la codépendance. Avez-vous déjà dû fixer des limites difficiles à respecter avec des personnes que vous aimez? Parfois, la partie la plus difficile de la prise en charge des autres est d'apprendre à s'occuper d'abord de soi-même. J'aimerais entendre vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner pour découvrir d'autres parcours de guérison et de croissance. N'oubliez pas que le fait de partager ces histoires aide d'autres personnes qui pourraient être confrontées à des défis similaires. Je vous remercie d'avoir participé à cette conversation et je vous souhaite d'être plus fort dans vos propres limites et de guérir dans vos relations.